Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Le principe de l'interview est le suivant. Comment la réussite d'une aventure dans le e-commerce passe par la capacité à exécuter les tâches et à sortir de sa zone de confort. L'idée est d'être très concret en parlant de l'évolution de l'aventure de notre invité selon les 3 phases de développement. 1. Le lancement, 2. La croissance et 3. La maturité. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Valéjot, le cofondateur et PDG d'ISKN, un pure player qui a inventé la Slate, un device qui permet de dessiner sur une feuille de papier avec n'importe quel stylo tout en numérisant le dessin en temps réel. Bonjour Jean-Luc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci de ton invitation. Je voulais à minima commencer par ça, puisque j'ai quand même vu le panel des autres invités qui vont succéder au micro. Et donc, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, qui je suis ? Donc, Jean-Luc Valéjot, comme tu l'as indiqué, je suis cofondateur d'ISKN. J'ai 44 ans. Alors, je vais faire un petit raccourci, 44 ans, Loire-Atlantique, Nantes. Je ne suis pas nantais, mais ça a une petite histoire dans ma vie, la ville de Nantes. J'en parlerai, je pense, tout au long de l'interview, puisque Nantes, pour moi, ça évoque de bons souvenirs, et notamment un 32e de finale de Coupe de France de football, à l'époque où je jouais en CFA. Alors pourquoi j'évoque ce sujet-là ? Parce qu'en fait, dans la façon dont on manage une entreprise, je m'inspire beaucoup de ce que j'ai appris dans le monde du football. Je ne comprenais pas à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, pourquoi il y avait des anciens rugbyman, des anciens footballeurs qui prodiguaient des conseils à des chefs d'entreprise sur la notion de collectif, de cohésion. Aujourd'hui, après 5 années passées au sein d'ISKN, je comprends mieux parce que moi-même, je fais ces raccourcis-là. Ouais. Donc voilà, si je reviens à moi maintenant, 44 ans, papa d'un petit garçon de 3 ans, Raphaël. Je suis de formation scientifique, ingénieur à la base. J'ai passé, si je me rappelle bien, 11 années de ma vie au CEA, au commissariat énergie atomique à Grenoble, donc au laboratoire d'électronique et technologie d'information. Et puis depuis 2014, donc on a fondé ISKN. Alors attends, je reviens un peu en arrière. Donc tu fais tes études, à Montpellier. Ouais. Des études dans l'électronique. Hein. Exactement. Et puis tu arrives à Grenoble pour aller en 2000. En 2000. Ouais. Je commence en start-up. En 2000, tu commences en start-up. Ouais. 2000-2003. D'accord. Là, tu crées ? Non, je ne crée pas. Là, je suis côté collaborateur, employé. Mais j'apprends beaucoup. Toujours dans l'électronique ? Toujours en électronique. Télécom haut débit, pour rappel, 2000, c'est la bulle Internet. Ouais, je me rappelle bien. Voilà, la bulle Internet. Et moi, je travaillais dans une entreprise, dans une start-up qui s'appelait à l'époque Opsitech, pour Optical Silicon Technology. Donc, c'était... L'hypothèse de base, c'était les télécoms vont basculer sur des réseaux fibre optique, et donc il faudra en amont et en aval du réseau de quoi traiter l'information. Donc ça, c'est juste après tes études que tu globalement. Alors moi, j'ai fait l'armée. J'ai fait l'armée, donc j'ai fini en 98 mes études, j'ai fait l'armée et puis dans la foulée, j'ai attaqué une start-up à Grenoble. Ouais. Ok, donc c'est la raison qui t'amène à Grenoble. Exactement. Là, au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est là où j'ai appris ce que c'était le time to market. C'est-à-dire qu'en fait, non pas que la technologie n'était pas bonne, mais je pense tout simplement que le marché n'existait pas à date. Il y avait beaucoup de spéculation sur l'optique, la fibre optique, les réseaux associés, les télécoms. Tu te rappelles très certainement, mais on parlait de sites de web. Donc à l'époque, tu avais des modems pour télécharger une page. Il fallait 5 minutes. Encore, ce n'était pas les pages qui ont la complexité actuelle. Et tout le monde disait le débit, en tout cas, ça va être le sujet. Je pense que certaines personnes ont omis de penser en fait que probablement que le facteur limitant n'était pas le réseau, mais était ce qu'il y avait en amont et en aval du réseau. Donc on a d'abord travaillé ce qu'il y avait en amont et en aval du réseau, c'est-à-dire les PC, les serveurs, etc. Et puis en fait le réseau fibré, il arrive. Mais en 2000, il n'était pas là, quoi. Non. Donc en 2003, pas de produits vendus, c'était à Berkeley, je crois, et au MIT. Pas mal. Bon, en termes d'image, c'est sympa. Mais c'est pas ce qui fait vivre une start-up, malheureusement. Et donc en 2003, moi j'ai la chance d'être dans une start-up dans Opsitech qui est sur le site du CEA, l'ETI à Grenoble. Parce qu'en fait, le CEA, on y reviendra, mais c'est aussi un gros pourvoyeur de start-up high-tech, deep tech d'ailleurs, pour la plupart d'entre elles. Et nous, on avait un contrat de collaboration avec le CEA. Et donc moi, je travaillais des équipes du CEA depuis 3 ans au quotidien. Et j'ai eu la chance d'être licencié un lundi matin et de retrouver un emploi lundi après-midi au sein du CEA l'ETI.
D'accord. Donc, j'ai pas eu le temps de rester bien longtemps au chômage en fait. Donc là, tu commences ta carrière au CEA. Exact. Je commence ma carrière au CEA. Une longue carrière quand même, 11 ans. 11 ans. Tu commences pour faire quoi? Tu reviens. Je suis ingénieur de formation. Ouais, donc tu reviens sur. Je suis vraiment sur des métiers techniques, électroniques. Donc à l'époque, dans l'industrie du semi-conducteur, c'est divisé en ce qu'on appelle des ateliers, donc de fabrication, de production de capteurs, de nouveaux types de capteurs, etc. Et moi, j'ai une entité à gérer, donc j'ai des ingénieurs, j'ai des techniciens que je gère, mais j'ai plutôt une fonction technique à date. En 2004, donc un an plus tard, mon poste élargi, j'ai envie de dire. Donc j'ai 40 personnes à gérer, voilà. Et la finalité de cette équipe, c'était... Alors nous, on travaillait sur des capteurs avancés. Donc tout ce que... Tu peux me dire ce que c'est que des capteurs avancés? Des capteurs avancés, c'est tout ce que tu peux trouver dans un téléphone portable aujourd'hui qui indique le nord, donc la fameuse boussole électronique et un magnétomètre, ce qu'on appelle nous des centrales inertielles en 11-12 axes, donc un magnétomètre. Je te pose la question parce que ça a une petite incidence sur oui, un magnétomètre, un gyro, un accéléro, un capteur de pression, tout ce qui fait aujourd'hui la capture de mouvement, en tout cas, qui est implémenté à la capture de mouvement. Pour les gens qui m'écoutent, si je devais illustrer, j'aurais dit pour ceux qui détiennent une Wii, ce qu'on a dans une télécommande de Wii, il y a une centrale inertielle. Donc c'est vraiment de la capture de mouvement au sens littéral du terme. Et donc là, c'est de la recherche. C'est de la recherche avec des contrats industriels qui peuvent être Motorola, qui peuvent être ST Micro, qui peuvent être NXP, donc anciennement Philips. C'est vraiment des acteurs du semi-conducteur. Puisqu'en fait, le Leti était connu pour son avancée dans tout ce qui était capteur. Donc vraiment sensor au sens large du terme. Les premiers capteurs de pression qu'on a dans les airbags des voitures à l'époque, c'est une technologie qui était issue du Leti. Donc c'était des espèces de peignes en fait qui bougent l'un en fonction de l'autre. Et en fonction de comment ils bougent, on modifie un courant et en fait ça déclenche l'airbag. C'est comme ça qu'on arrive à détecter des freinages intempestifs, des choses comme ça. Donc là, tu travailles sur ça pendant... Pas 11 ans. Non, pas 11 ans. Je travaille quelques années là-dessus. Et ça évolue toujours dans la même suite. En fait, assez rapidement, je m'ennuie. Enfin, je suis quelqu'un qui a la fâcheuse tendance de s'ennuyer assez rapidement. Et pour illustrer, en fait, moi, j'ai changé de poste quasiment tous les 2-3 ans. Donc, tous les 2-3 ans, je change de poste. Il y a un fil conducteur à chaque fois oui, l'ennui. Non, je plaisante, mais j'ai besoin de nouveaux challenges. Ça, c'est récurrent dans ma vie. J'ai besoin de nouveaux challenges. Et quand j'ai le sentiment, je ne dis pas que c'est la réalité, mais que j'ai le sentiment d'avoir fait le tour du poste, le tour de ma fonction, j'ai besoin d'aller chercher un nouveau challenge. Je change de vie en 2007. Alors pourquoi je change de vie en 2007? J'ai toujours des fonctions assez managériales et ou techniques, peu importe au CEA. En 2007, je rencontre celle qui est devenir mon épouse. Et qui a on va dire une grande influence dans ma vie, puisqu'en fait, je crois que j'étais un mauvais ingénieur, pour être très sincère. Bon, j'étais bon en maths, en physique, voilà, mais c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouissais. Et donc j'ai la chance de rencontrer Valérie, à qui je fais part en fait de ma lassitude de ces métiers techniques, en fait, tout simplement. Et elle avait eu un peu le même parcours, puisqu'elle a un bac plus 5 en biochimie, et derrière elle avait enchaîné avec l'école de commerce de Grenoble. Ça t'a donné une petite idée. Et donc elle me dit, mais si tu t'ennuies, va te former. Va te former, quoi. Va à Grenoble École de Management, c'est à côté du CEA. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, tu prends une année entre parenthèses. Je prends 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans où en fait, je pars en exéced. Donc pour les gens qui bossent, quoi. Donc financé par le CEA. Et je pars 2 ans tout en travaillant quand même au CEA. Je pars 2 ans en formation à l'école de commerce de Grenoble et en fait... tu te formes à quoi? Au management? À tout, enfin finance, compta, tout ce qu'on peut. Assez généraliste. Ouais, assez généraliste avec un beau vernis et avec quelque chose qui est beaucoup plus approfondi sur la strat et l'innovation. Donc là, tu ressors en 2009. Je ressors en 2009, ouais, exactement. 2009, tu réintègres le CEA. Réintègre le CEA. Il faut leur rendre un petit peu... Il faut rendre un peu ce sur quoi ils ont investi. Voilà. Donc un peu du temps. Ouais. Donc là, tu retournes travailler au CEA sur des projets différents, nouveaux? Sur des projets qui sont du même acabit que ceux que je traitais avant de partir. Donc ça ne change pas ton quotidien? La formation? Pas dans l'immédiat. Ouais. Mais au bout de 6 mois, il y a une mutation interne. En tout cas, il y a la possibilité d'une mutation interne qui se présente à moi, que je saisis.
Et le poste, en l'occurrence, était un poste de chef de laboratoire, d'un laboratoire un petit peu particulier au sein du CEA, à Grenoble, parce que c'est un laboratoire d'innovation, mais par l'expérience. D'accord. Donc, c'est pas une innovation très techno-push, comme on peut le connaître au CEA. On se parle là d'innovation à partir de signaux faibles qui peuvent être des signaux qu'on détecte dans la société ou d'enjeux sociétaux ou beaucoup sur de la prospective aussi, avec pas mal de sujets sur les smart cities, des choses comme ça. Et moi, j'en prends la direction. Là, on est en 2010. On est en 2010. Et c'est le troisième grand virage de ma vie, je crois. C'est que la prise de fonction sur ce poste-là, je vais pouvoir dérouler ce que je viens d'apprendre en fait. Ce que je viens d'apprendre. Et même si pour être très sincère, au CEA, c'est un laboratoire pour lequel en fait, les gens passent pour des hurluberlus. Parce que tu imagines bien que dans mon labo, j'ai des gens qui ont fait, typiquement Timothée, qui est mon associé aujourd'hui, docteur en histoire contemporaine. Ah oui. Donc tu vois, c'est pas de personnes, pour certaines oui, mais pour beaucoup d'entre elles, pas de personnes avec un background scientifique au sens technologique, sciences dures, mais beaucoup de sciences molles comme, je te dis, docteur en histoire, comme sociaux, tout ce qui est sociologie, etc. Et évidemment, les modes de pensée, les modes de réflexion sont radicalement différents de ce qu'on trouve dans des laboratoires très techno autour de la nanoélectronique ou de nouveaux types de capteurs. Donc là, tu fais ça combien de temps ? Je fais ça de 2010 jusqu'à 2013, 3 ans. 3 ans et il se passe quoi au bout de 3 ans ? Et en fait, c'est même pire qu'au bout de 3 ans. C'est-à-dire que ma prise de fonction doit être après l'été 2010, donc ça doit être septembre 2010. Et je fais la connaissance en décembre 2010 d'un stagiaire que je n'ai pas recruté, qui est le stagiaire de Timothée, qui s'appelle Tristan Hudson, et qui est aujourd'hui le troisième larron, le troisième fondateur d'ISKN. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Stagiaires. Qu'est-ce qui se passe quand tu le rencontres ? Pourquoi tu mentionnes ça maintenant ? Parce que je dis toujours, tu sais, enfin, il y a un truc que je saisis au fil de l'eau depuis maintenant 4 ou 5 ans, c'est qu'en fait, on a une mission qui est tout autre quand on est chef d'entreprise. En tout cas, moi, c'est la mission dont je me sens investi. La mission dont je te parle, c'est quoi ? En fait, c'est prouver que tout est possible, ou que c'est possible. C'est prouver, si tu veux, à des gens qui sont issus de la diversité, à des gens qui sont issus de familles modestes, qu'en fait, on peut y arriver, mais qu'on peut y arriver à force de travail, tu vois. Et en fait, pourquoi je parle de Tristan ? Parce que je dis toujours, ce garçon a une histoire qui est fabuleuse. C'est qu'il rentre presque par hasard dans le labo, ou pas loin. Pour schématiser, je pourrais te dire, il passait dans un couloir et Timothée l'a alpagué. Il a dit voilà, j'ai un sujet de stage pour toi, ça t'intéresse ? Il cherche un stage, pour être très sincère. Ouais, ça m'intéresse. Il commence à plancher. Ce qu'on sait pas en décembre 2010, c'est qu'en fait, on détient là le Mozart des algos, c'est son petit surnom à Grenoble. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, je crois qu'on doit mobiliser 22, 23 brevets. Il est rédacteur des 22 ou 23. D'accord. Tu vois, c'est quelqu'un donc il a quoi ? Il a 20 ans, 22 ans À l'époque, il a 22 ans, ouais. 23 ans. Aujourd'hui, il a 30 ans. D'accord. Donc il commence avec Timothée. Il est stagiaire. Je suis pas au courant. Ouais. Je sais pas, je connais pas le sujet. Je sais pas de quoi il en retourne. Je sais pas. Donc tu finis par faire sa connaissance et surtout. Je finis par faire sa connaissance parce que je passe dans un couloir au sous-sol, dans des bâtiments du CEA, parce qu'en fait, on avait l'habitude d'avoir des sujets, ce qu'on appelle nous des sujets de. J'ai oublié le nom en fait, c'est des sujets qui sont non financés par l'industrie ou par des industriels. Donc, de recherche pure. De recherche, voilà, à part entière. C'est-à-dire, on ne sait pas si ça va déboucher. En tout cas, ça ne fait pas l'objet d'un contrat industriel. Il n'y a pas de restitution, on n'a rien à rendre. Et du coup, bon, tu fais sa connaissance au fur et à mesure, je comprends, entre 2010 et 2013, tu découvres avec Timothée que ce stagiaire, rappelle-moi son prénom. Tristan, c'est quelqu'un apparemment de très brillant. C'est quelqu'un de très brillant. Non, mais tu le découvres. À l'époque, je ne sais pas. Tu le sais pas. C'est pour ça que je dis apparemment. Ouais. Que tu fais cette découverte, ça se fait pas. Je découvre en 2011. En 2011. Il est brillant. Ouais. Et là,
avec Timothée, vous devez être en train de vous dire, il y a un truc là, à mon avis, vous devez avoir, tel que je lis entre les lignes, les cerveaux qui commencent à bouillonner un petit peu et des réflexions qui se mettent en place entre vous trois. Ouais. C'est ça? Il y a un peu de ça, ouais. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu les tenants aboutissants. Donc moi, je découvre, je connais pas le projet en 2010. Je le découvre, je découvre Tristan en fin de 2010. Je ne sais pas sur quoi il travaillait. Il est dans mes effectifs. Il est sur un projet qu'on appelle un projet de ressourcement. Donc, c'est-à-dire des projets dont on fait le pari qu'un jour ils déboucheront sur quelque chose, mais dont à date, on ne sait pas sur quoi. Donc, je découvre Tristan, je découvre le projet, moi, en descendant un jour à ce qu'on appelait la cave, le basement, premier trimestre 2011 à peu près. Je découvre le projet, évidemment, ni Timothée Tristan, je déjeune avec eux, donc je les vois au quotidien, mais le projet en lui-même, je le découvre premier trimestre 2011. Et en fait, il s'avère que sur le programme établi, je crois que Tristan, il a 1 an d'avance par rapport à ce qu'on avait imaginé. En tout cas, par rapport à la roadmap établie par Timothée, il a 1 an d'avance, c'est-à-dire que son projet de stage, qui était à l'époque un diplôme de recherche technologique, donc ça dure sur 18 mois, c'est une espèce de demi-thèse, je crois qu'il a des résultats escomptés, qu'on escomptait avoir au bout d'1 an, on les a au bout de 3 ou 4 mois. D'accord. Et du coup, ça nous donne... en tout cas, moi, personnellement, je sais pourquoi je suis retourné à l'école de commerce. Enfin, je sais pourquoi je suis allé à l'école de commerce de Grenoble. Je sais ce que j'avais en tête avant d'y aller. Et en fait, c'est comme un flash. Et là, quand je découvre le projet, quand je découvre où est-ce qu'on en est, je sais. Donc, je prends une feuille de papier, je vois que ça marche. Je me retourne et je dis à Tristan et Timothée, vous savez quoi, on va monter une boîte. Donc là, on est en 2011. Ouais. Et je leur dis, on va monter une boîte. Et je pense qu'eux, encore aujourd'hui, à cette époque-là, ils ne me croyaient pas. Donc tu mets 2 ans pour convaincre. On mûrit le projet, on mûrit la technologie, parce que ce qu'il faut bien avoir... L'idée, quand tu dis ça, tu ne l'as pas en tête exactement. En fait, tu sais, l'avantage d'être au CEA, c'est que forcément, dans ton parcours de vie professionnel, tu vois beaucoup de projets passer. Il y a beaucoup de projets qui sont des sources d'idées. Et il y a un exemple qui est très concret. C'est qu'à l'époque, quand Timothée prend Tristan pour développer cette brique technologique-là, son idée à lui, c'est d'interagir avec le monde digital, ou en tout cas d'enrichir l'interaction dans le monde digital. Ça s'arrête là. Donc, tu vois, la notion sociétale, c'est notre univers va se digitaliser de plus en plus. Pour autant, doit-on laisser de côté cette expérience qu'on a avec un objet, cette expérience qu'on peut avoir en digital? Est-ce que la pauvreté des interactions, est-ce qu'on doit vivre avec, ou est-ce qu'on peut enrichir ces interactions-là? C'est ça l'idée de départ. On ne sait pas que ça va être un crayon, on ne sait pas que ça va être du papier, on n'en sait rien. Mais les fondements, la question derrière tout ça, c'est OK, monde physique, monde digital, les deux vont fusionner, changement de paradigme. OK, maintenant, comment on va interagir avec le digital et comment on va interagir le digital au quotidien? C'est ça la question fondamentale. Mais on ne se parle pas de produit. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises à partir de quand les sujets du produit, parce que le produit dans votre business, il est clé, c'est ce que vous vendez. Ouais. Comment ça arrive entre vous? En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Timothée il a une vie au CEA, moi j'ai une vie, Tristan beaucoup plus faible parce qu'il était arrivé en tant que stagiaire. Moi je te disais 11 ans, Timothée a dû passer 5 ou 6 ans. Et dans ce laboratoire-là, qui existait déjà depuis pas mal d'années, tu as des industriels qui viennent, qui sont des industriels qui ne sont pas forcément issus de l'industrie de l'électronique ou du digital, mais qui sont des industries qui sont des industriels issus de ce qu'on appelle nous des industries traditionnelles, c'est-à-dire un acteur de l'écriture sur du papier, un acteur issu de l'industrie traditionnelle. Et lui, dans sa prospective, dans son idée, c'est moi, acteur d'industrie traditionnelle, comment je fais pour être encore là dans 20 ou 30 ans? C'est ça sa question. Alors oui, je ne vais pas disparaître d'ici 5 à 10 ans, mais dans 20 ans, est-ce qu'avec ce qui me fait vivre aujourd'hui, j'existerai encore? Et fondamentalement, elle est là la question. Et la question est là pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises qui existent depuis, certaines d'entre elles, 250 ans, qui sont sur des actifs...
et qui constituent leur avantage compétitif, concurrentiel, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc Timothée, il est là, à ce moment où cet acteur-là débarque et dit moi, je voudrais fonctionnaliser un de mes stylos ou mes stylos en mettant quelque chose dans le capuchon, de l'électronique, dans le capuchon, que ce soit pas visible, mais que je puisse, en fait, quand j'écris sur ma feuille de papier, numériser, quoi. Et donc, on part sur une technologie, qui est je mets une centrale inertielle dans le capuchon et j'essaie de voir comment ça fonctionne. Et en fait, au bout de 2-3 ans, je crois que le programme s'arrête parce qu'on n'arrive pas à avoir des résultats significatifs, en tout cas pas suffisamment probants pour se dire on continue à investir, en tout cas pour que l'acteur industriel se dise on continue à investir parce qu'on sait que ça va payer. Et donc fondamentalement, si tu veux, Timothée, il est quand même sensibilisé à cette problématique-là. Et nous, quand on voit qu'on arrive à localiser en temps réel le déplacement d'un objet physique en 3D, on se dit on peut faire de la 2D. Si tu fais la 3D, tu peux faire de la 2D. Si tu veux faire de la 2D, 2D c'est un plan d'écriture. Et si tu peux poser un crayon et écrire sur une feuille de papier, est-ce que tu peux la numériser ? Est-ce que la résolution ou si tu veux la sensibilité, elle est suffisante pour se dire je vais pouvoir numériser en temps réel ce que j'écris sur une feuille de papier avec un crayon, avec un stylo bille, etc. N'importe quel outil d'écriture traduit. Et en fait, c'est comme ça qu'on se dirige là-dessus. Et pourquoi on se dirige là-dessus ? C'est que assez rapidement, on a souhaité, nous, adresser une industrie, en tout cas un marché dont le périmètre est connu. Donc les acteurs sont connus, mais pour lequel on a amené quelque chose de différenciant et de valorisé par le consommateur. Et ça, c'est une règle d'or, en tout cas chez nous, c'est chaque fois qu'on sort un produit, on essaie de sortir un produit pour lequel ce qu'on met sur le marché en termes d'USP, en termes de proposition de valeur, ce soit différent de ce qui existe par ailleurs. Et que ça soit valorisé par le consommateur, par le client. L'utilisateur. Ouais, exactement. Donc, et là, on se rend bien compte que si tu veux, numériser, en tout cas donner une dimension digitale à un vulgaire crayon papier qui coûte 10 centimes, oui, c'est pertinent parce que dans notre veille, on se rend compte que ça l'est. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des requêtes, on se rend compte qu'il y a des acteurs comme Wacom, qui est leader mondial du monde de la tablette graphique, a sorti un stylo qui marche sur le papier, mais pour lequel, en fait, tout le monde demande un crayon papier. Et donc, c'est comme ça qu'on emboîte le pas. Après, je t'expliquerai pourquoi on fait du B2C, pourquoi on s'est mis sur ce produit-là. Mais avant ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, tu arrives à ces conclusions. On est en 2013. Ouais. Là, vous décidez ensemble de quitter le CEA. Et avant de quitter le CEA, on bénéficie de 18 mois d'incubation en interne. D'accord. Donc, dès 2013... 2012. En 2012, vous êtes 2012, incubé au sein du CEA pour pouvoir monter votre structure. Exactement. Donc, vous montez ISKN. La contribution du CEA, c'est aussi la permission d'utiliser les brevets. Exactement. Et d'être détaché sur le projet à 100%. Donc là, pendant 18 mois. Vous travaillez là-dessus. C'est du jus de cerveau à 3. 3 et un peu plus, ouais. 3 et un peu plus. Comment ça fonctionne concrètement ? Parce que vous allez, l'objectif à ce moment-là, j'imagine, et dis-moi si je me trompe, c'est d'arriver à un proto. Oui, clairement oui. Et comment on fait en fait ? On utilise tous les moyens auxquels on a accès pour monter une équipe. En tant que chef de labo, tu as des accès privilégiés qui te permettent de constituer une équipe. En accord avec ton chef de département, bien évidemment. Et en fait, on constitue une équipe dès 2012. Ouais, on constitue une équipe de 6-7 personnes. Et donc là, vous arrivez à créer ce proto avec des premières features qui fonctionnent. Donc, ça valide. C'est un POC en quelque sorte. C'est un POC technologique, ouais. C'est un POC technologique, c'est exactement ça. Donc, vous avez prouvé que technologiquement, vous arriviez à créer, vous maîtrisiez la technique pour créer ce qui allait être la Slate, cette espèce d'ardoise, on peut dire, pour la décrire aux auditeurs, c'est un peu comme on va dire un iPad sans écran. À la place de l'écran, il y a une zone qui ressemble à une ardoise sur laquelle on pose une feuille de papier qu'on clipse. Et pour l'utiliser, on prend n'importe quel crayon, stylo, pinceau, sur lequel on va insérer une sorte de bague. Inerte, c'est juste du magnet, c'est un aimant. Un aimant, voilà. Et on va utiliser son crayon, son stylo sur la feuille de papier comme on le fait sans la bague, comme on le ferait sur un bloc de papier normal. On dessine. On écrit, on produit quelque chose sur la feuille et en temps réel, le dessin est numérisé et
à condition que la slate soit connectée à un écran, on voit le dessin se réaliser. Et En temps réel. En temps réel, et en plus, le film du dessin est enregistré. Oui, on a le MP4. Donc, je me souviens aussi qu'on peut après corriger éventuellement sur l'écran le dessin qui a été fait sur la feuille. Donc, on peut faire plein de choses en plus. On peut et faire à la plein de rentrée, choses. on pourra faire encore de nombreuses nouvelles choses. Encore plus. Ouais. Donc, vous arrivez globalement à peu de choses près à ce qu'est la Slate V1. Oui, avec ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si tu es coutumier du fait, les échelles TRL, c'est les échelles de maturité technologique qui sont issues de l'aéronautique ou l'aérospatiale. Et nous, on estime à l'époque avoir. Donc la TRL, ça va de 1 à 9. Ouais. 9 étant un produit industrialisé, etc. Nous, on estime avoir une échelle TRL 3 ou 4 à date. C'est-à-dire qu'on a la démonstration de la faisabilité technologique. Donc là, il faut juste passer après à... Ouais, juste pour rappel, parce que ça, c'est important. Et je pense que ça intéressera beaucoup d'auditeurs qui peuvent se poser la question. Nous, on a essuyé quand même beaucoup de... Comment dirais-je on s'est fait quand même un petit peu voler dans les plumes plusieurs fois. C'est-à-dire que en 2011, quand on évoque ce qu'on veut faire, tout le monde nous dit c'est impossible. Ça ne marchera jamais, c'est pas possible. Scientifiquement, c'est pas possible. Et je vais expliquer pourquoi les gens disent c'est pas possible. Et en 2011, ils ont raison. C'est pas possible. La problématique, c'est que ce qui est vrai en 2011... il n'est pas en 2015. Et tu vois bien comment le monde évolue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, il y a toujours ce travail à faire qui est un travail de projection, de prospective. C'est-à-dire que tu vois l'industrie de la microélectronique, comment elle évolue, mais pas que. Enfin, l'industrie aujourd'hui, la société, comment elle évolue. En 5 ans, il se passe énormément de choses. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu prends une brique technologique qui est juste faite pour indiquer le nord dans un téléphone portable, donc pour que tu puisses te repérer avec Google Maps, si tu veux. Et nous, on dit, au lieu d'en mettre une dans notre device, on va en mettre une trentaine. Et ce qu'on va mesurer, ce n'est pas les variations du champ magnétique terrestre, donc être en capacité d'indiquer le nord, mais c'est la position avec une vraie exactitude d'un aimant dans l'espace. Tout le monde nous dit, c'est pas possible. Ça ne marchera jamais. C'est pas fait pour. Et là, vous allez contre vents et marées, prouver. Mais à tous les sens du terme, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, technologique, mais aussi en interne, côté CEA. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, on ne nous a pas pris au sérieux. Mais pas qu'au CEA. C'est-à-dire quand tu viens parler du papier en 2012 et où on te vend que dans 5 ans, tout le monde va être on va avoir des bureaux paperless. Ouais. Sans papier, on te dit, c'est le mais papier. monsieur Valéjo, vous êtes un grand malade. Ouais, c'est le papier qui fait peur. Bah oui, c'est le papier qui fait peur. Et le problème, moi, mon sentiment avec un peu de recul, mais c'est ce que j'ai dit à un journaliste il y a 3 ou 4 ans maintenant. L'être humain, il est fait de telle sorte que, en fait, quand il y a quelque chose, si tu veux, pour savoir ce que ça vaut, il faut que tu t'en réfères, il faut que tu aies une référence. Ça, c'est l'être humain. Il aime comparer. T'aimes te rassurer. Et pour te rassurer, il faut comparer. Si tu n'as pas un référentiel, tu es en difficulté. Et donc, quand tu as le papier et crayon, puis tu as l'iPad qui sort, puis les pencils, tout ce que tu peux imaginer. Et là, tout le monde te dit, mais en fait, pour des gains de productivité, et ils n'ont pas tort, pour des gains de productivité, autant tout faire en digital. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde est avec un PC ? Parce qu'en fait, tout va beaucoup plus vite. Ce que tu vis, c'est le gain de productivité. Le gain de productivité, c'est quoi ? C'est une vie plus confortable. Parce que le temps que tu passes pas au boulot, tu le passes ailleurs. Sauf que, si à un moment donné, tu es capable, toi, d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la simplicité du papier et du crayon, d'accord ? Ou la richesse du papier et du crayon, pour les sensations, pour l'émotion qu'il peut procurer, pour plein de raisons. Choses, ouais. Et si en plus, tu as le gain de productivité, par exemple, qui est lié au digital, et que tu arrives à faire en sorte que les deux soient possibles. C'est-à-dire le plaisir du papier et la puissance du digital réunis dans un seul produit. Le papier n'a pas de raison de disparaître. Si tu sais donner une offre de service digital au papier, pourquoi le papier disparaîtrait ? Et en fait, c'est ça qui nous anime. Et si tu veux, moi, en 2013, je crois, quand le journaliste me dit « mais en fait, vous n'avez rien compris », voilà. Je dis « non, regardez. Nous, voilà, ce à quoi on croit, c'est ça. » Et quand tu finis l'interview et que le journaliste te dit « je n'avais pas vu les choses comme ça », et effectivement, si on me les avait présentées comme ça, je n'aurais peut-être pas tenu ce discours-là. Tu vois ? Ouais, tu as réussi à le convaincre. En fait, finalement, ce que Timothée, Tristan et toi aviez en commun, c'est cette conviction pour embarquer. Je suis toujours convaincu, moi. Pour embarquer, je sais. Pour embarquer, ça fait quelques années qu'on se connaît. Pour embarquer en fait tout le monde autour de cette aventure. Pas facile. Donc ça, c'est finalement
dans cette phase de pré-lancement, c'est déjà un enjeu technologique Oui. et un enjeu d'embarquement tout le monde du microcosme dans lequel vous gravitez pour convaincre tout à chacun de la vision qui est la vôtre et des efforts nécessaires d'un point de vue recherche et technologique pour aboutir à quelque chose. Et ça a été très compliqué. Et c'est vrai que ce n'est pas une histoire qu'on entend souvent, puisque dans les activités e-commerce, il y a peu d'enjeux technologiques qui sont aussi puissants que les vôtres, puisque là, c'est de la création pure sur la base de brevets. Oui. On a une brique technologique unique. Ouais. Voilà, ouais. C'est unique. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'entendre parler de ça, puisque quelque part, vous partiez avec une forme d'handicap avant de lancer un business que vous avez transformé en force. L'handicap, oui, alors juste pour revenir, en fait, l'essaimage de cela, c'est 18 mois. Tous les 6 mois, tu passes en comité et on t'autorise à continuer ou c'est un stop. Ouais. Donc tous les 6 mois, il faut présenter où tu en es d'un point de vue techno, d'un point de vue réflexion stratégie, d'un point de vue marché, qu'est-ce que tu cibles, comment tu vas y aller, c'est quoi ton plan, etc. Je te cache pas que quand tu parles du papier et tout ça, y a rien de très sexy, quoi, très sincèrement. Je te parle de ça pourquoi ? Parce qu'en 2013, on passe en comité d'essaimage au CEA. Et je sens bien que... Ils sont pas emballés. Ils sont pas emballés, si tu veux, tu vois. Et pourtant, pour être très sincère avec toi, si je te sors les slides de 2013, on est en 2019, les slides sont toujours valables aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a rien changé sur une roadmap qu'on avait établie il y a 6 ans, quoi. On n'a rien changé. Donc je pense qu'on était pas trop mal, quoi, il y a 6 ans de ça. Là, ils sont pas, le comité, il n'est pas hyper réceptif. Ça veut dire quoi, qu'ils vous font un stop ? Ils sont pas emballés parce que déjà on parle de B2C. Juste pas pour info, on est la seule startup B2C du CEA, quoi. Ouais. Donc à l'époque, en potentiel. Donc ils sont pas emballés. Papier, tu vois, c'est comme ça, vu de l'extérieur, ça paraît pas être une technologie de malade avec des brevets dans tous les sens. Dans les faits, si. Mais nous, on a cette aptitude à ne pas présenter la technologie, mais à présenter les bénéfices, si tu veux, du produit, à présenter l'expérience consommateur. Et c'est ce qui fait que tu achètes un produit. Quoi que dans un téléphone, tu as un microprocesseur Apple A5, tu t'en fous, quoi. Tu veux savoir comment tu peux l'utiliser. Mais tu vois, on évolue dans un environnement qui est quand même très technophile, quoi. Donc, il faut qu'il y ait des équations partout sur les murs. Enfin, c'est ça aussi la réalité du CEA, tu vois. Et c'est aussi pour ça que toutes les startups du CEA sont des startups deep tech, quoi. C'est-à-dire que tu mets sur le marché quelque chose qui est unique. Ça, c'est une réalité. À Grenoble, toutes les startups qui sont du CEA mettent sur le marché quelque chose qui est unique. Ça marche pas, c'est un autre débat. Mais d'un point de vue technologique, c'est unique. Ça, c'est certain. Et donc, on sent bien que, si tu veux, qu'en 2013, et je peux le concevoir, j'ai pas de problème. Et donc, à la fin de ce fameux comité, on sort notre dernier atout, c'est donc 2013, on se dit, ok, puisque il semblerait que personne autour de la table ne soit convaincu par nos propos, par notre business, etc. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un crowdfunding. En 2013, le crowdfunding en France, personne ne sait ce que c'est quasiment. Kickstarter en France en 2013, à part les initiés, personne ne sait ce que c'est. Bien sûr. Et encore moins à Grenoble. À Donc Paris, là, quand tu leur dis ça, ils disent « Mais de quoi vous parlez, monsieur ?» Exactement. Ils disent « Mais qu'est-ce que c'est que du crowdfunding ? Mais à quoi ça sert ?» Alors, juste pour... Imagine-toi bien que dans le modèle de revenu du CEA, ce qui rapporte beaucoup d'argent, c'est l'IP. Et donc là, on est en train de dire qu'on va faire du crowdfunding avec une technologie qui a beaucoup d'IP. Tu vois un peu propriété intellectuelle. Tu vois un peu le grand écart. Et là, on se dit, mais on va se faire reprendre de volée. C'est-à-dire que tu sors le dernier atout parce que tu sens que de toute façon, c'est le moment de le sortir. Et c'est la surprise. Parce qu'en fait, le retour, c'est allez-y. Ok, donc là, tu sors, que je me mette à ta place, enfin à votre place. Tu es en comité, tu sors cette dernière carte. Ouais. Cette carte, tu la sors du chapeau sans y croire. Je me dis, j'ai rien à perdre. Tu n'as rien à y perdre. Est-ce que tu as préparé ce que c'est ? Non. Non. Une campagne de crowdfunding. On ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne sait pas le travail qu'il y a derrière. Donc, derrière, donc le crowdfunding, c'est de trouver du financement participatif. Ce financement... non dilutif ?
Sur Kickstarter, c'est non dilutif. Donc c'est en pré-vente. C'est en pré-vente, exactement. C'est en pré-vente pour financer la production d'un produit innovant. C'est ça. On sait, à part ça, tu sais pas on sait rien d'autre. Tu sais rien d'autre. Non. Tu avais identifié Kickstarter? Oui, parce que j'ai l'avantage d'avoir une équipe, il y a 6 ans, qui avait une moyenne d'âge de 23 à 24 ans. Donc tu sais que ça existe. Donc c'est eux. Parce que moi, non, mais tu sais que c'est eux grâce à eux. Oui, en fait, je leur dis, il me faudrait un truc comme. Tu sais, je me rappelle plus le nom en plus maintenant, tu vois, le truc où tu pouvais crowdfunder des musiciens pour faire des tubes, là, je me souviens plus. Oui, le nom m'échappe, mais je vois très bien aussi de quoi tu parles. Je dis, il faut un truc comme ça, mais pour la techno, pour les produits techno. Et là, Clément, qui est mon CEO maintenant, me dit, mais Jean-Luc, ça existe, ça s'appelle Kickstarter, c'est américain. Je dis, je sais pas moi. Donc, on commence, c'est en décembre 2013. Donc là c'est le début de la vraie aventure entrepreneuriale. Ouais, c'est un peu c'est ça. C'est le kick-off meeting, ça. Exactement. Ce comité, c'est le kick-off meeting. Tout à fait. Les gars, maintenant, vous allez vous démerder et c'est un peu ça. Vous prenez votre envol. Donc, vous créez cette campagne de crowdfunding. Ah ouais, c'est plus compliqué que ça parce qu'à l'époque, Kickstarter, il fallait avoir une entité sur le territoire nord-américain. Donc on crée ISKN aux États-Unis avant de créer ISKN en France. Donc, on est une boîte américaine. Ouais. D'accord ? Donc on crée ISKN aux États-Unis et pour la petite histoire, je profite d'un déplacement de ma femme aux US à LA pour ouvrir un compte bancaire Bank of the West. Je fais un truc avec un avocat américain pour ouvrir tout ça et on compile tout pour créer la boîte en une semaine. Okay. Donc on crée la boîte en une semaine et on la crée en juin 2014. Juin 2014, la boîte est créée. Exactement. Et là, vous pouvez travailler sur la campagne. On travaille bien avant. On travaille depuis janvier sur le sujet. Tu la prépares ? On la prépare. C'est-à-dire la préparer, là, ça veut dire parce que préparer la campagne, potentiellement donc lever de l'argent en pré-vente. Mais une fois que tu as cet argent-là, derrière, il faut faire la production. Donc, est-ce que cette préparation, c'est aussi trouver les usines qui vont pouvoir fabriquer ta slate ? En fait, tu sais quoi, Cyril ? Je pense que si on avait imaginé ce qu'il fallait faire pour la campagne, on l'aurait jamais faite. Ok. Très sincèrement, parce que qu'est-ce que vous faites ? On ne sait pas ce que c'est une campagne crowdfunding. Moi, avec du recul aujourd'hui, mais je dis, mais mon Dieu, mais comment on a pu être aussi naïf, quoi. Tu vois, on se parle de décembre 2013. Et là, on regarde un petit peu, tu vois, toutes les campagnes qui ont marché, toutes les campagnes qui nous ressemblent, enfin, en termes de produits, qu'est-ce qui nous ressemble, les campagnes qui ont marché, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mobilisé comme levier, c'est quoi le contenu, c'est quoi leur offre, si tu as des offres early bird, etc., c'est quoi le discount qu'ils font par rapport au produit à la fin. Enfin, on fait tout ça, quoi. On fait tout ça. Donc là, jusqu'à juin. La règle des tiers. On a pas. même inventé la règle des tiers. C'est quoi ? La règle des tiers, c'était... Tu mets en goal ce que tu vas atteindre comme objectif, un tiers du montant que tu veux réellement. Ensuite, tu te dis que sur le premier tiers de campagne, il faut à minima que tu aies atteint enfin même l'objectif, le goal annoncé, quoi. Le fameux tiers de ce que tu veux réellement. Il y avait un truc sur la règle des tiers, je ne me rappelle plus maintenant quel était le troisième, mais on avait identifié tout ça, et ça avait pris beaucoup de temps. Et puis on avait même l'opération 51. L'opération 51, c'était, on avait repéré que ce qui était un facteur clé de succès pour une campagne, c'était d'être sur la home page du site Kickstarter, de gagner en visibilité, si tu veux. Il y avait aussi le choix de quelle catégorie. Est-ce que c'était artistique ? Est-ce que c'était technologie ? Enfin, la date, est-ce qu'il fallait un ça en juin ? Est-ce qu'il fallait un ça en septembre ? Il y a plein de critères, en fait. Je ne me rappelle pas de tous maintenant, mais il y a énormément de critères. Donc, c'est 6 mois de boulot. On vient cruncher de l'info, on vient regarder ce qui s'est fait, on vient s'inspirer de ce qu'ont bien fait les autres, on vient s'inspirer des campagnes qui n'ont pas fonctionné, les produits qui nous ressemblent. Il y a la présentation du produit aussi. Le oui, visuel. Du produit. Comment tu fais ? Tu crées une maquette, tu fais comment ? On se fait retoquer 2 fois parce que les mecs de Kickstarter nous disent... Mais c'est du Photoshop. C'est fake, il n'y a rien. Parce qu'à l'époque, c'était ultra strict, en fait. Après, ça s'est un peu assoupli. Ça s'est un peu assoupli, mais... Et donc, tu vois, on crée une entité aux US, on fait tout ça, on fait même de la 3D, on fait des films 3D parce que le produit n'existe évidemment pas. Donc, et là, on se fait retoquer. Et donc, on dit, bon, ok, puisque maintenant, ils veulent un produit, ils veulent être rassurés sur le fait que ça fonctionne.
Là, on met même les capteurs en évidence, on met un truc de plexi, on prend un stylo, et là, on montre que ça marche. Et là, ils nous acceptent en août. Août 2014. Ouais. Donc là, tu lances ta campagne. Ouais. Et comment ça se passe? Non, août 2013, pardon, j'ai un an d'avance. C'est un août 2013. C'est tout ça, c'était août 2013, ouais. D'accord. Et en fait, on lance Mais le Kickstarter en 2013. Mais je croyais que c'était en juin 2014 que tu avais ouvert Non, les US. c'est en juin 2013. Je me suis 2013, trompé, ouais. d'accord. Juin 2013. Donc en août 2013, tu lances ta campagne Kickstarter. On lance le 10 septembre 10 2013. Ouais. Et on la clôture le 10 octobre 2013. C'était quoi l'objectif en termes de monnaie? Le vrai ou le faux? Bah, dis-moi les deux. Celui affiché, c'était 30 000 $. Ouais, Et celui qu'on souhaitait, c'était 100 000. d'accord. Et on fait 350 000. 350. Mm. C'est un vrai succès. C'est un succès, d'autant plus que nous, on était affichés comme étant français sur la page. Résident à Grenoble. Et on était parmi les premiers, je crois, projets IoT ou consumer électronique, on l'appelle comme on veut, Kickstarter. On était dans tous les tout premiers. Et on était le seul, en tout cas à ma connaissance, le seul projet dans le monde électronique grand public affiché comme étant un projet français, alors que la plateforme est nord-américaine. Comment tu l'expliques ce succès? Je pense qu'on a beaucoup sué, pour être très honnête, dans la préparation, dans l'analyse, dans la préparation auprès des médias avec des embargos, en essayant de comprendre, tu sais, de comprendre les règles qui font qu'un projet va être plus visible qu'un autre. Dans quelle catégorie? Tout ça depuis Grenoble. Ouais. Tu sais, on s'est épluché, je sais pas combien de pages Kickstarter pendant 6 mois. Ok. Je me rappelle pas, mais il faudrait poser la question à Clément parce que c'est lui qui l'a fait le plus entre nous. Dans le ton qu'on a employé, dans les stretch goals, enfin dans tout ce que tu peux imaginer dans la construction d'une page Kickstarter, en fait. Ça a bien changé depuis, parce que moi je suis retourné il n'y a pas très longtemps, ça s'est énormément professionnalisé. Mais à l'époque, tu soutenais un projet si tu veux, et tu disais, je mets le produit. Mais à l'époque, tout le monde a bien en tête que tu n'auras pas un produit. Tout le monde a bien en tête que tu auras un proto plus. Aujourd'hui, Kickstarter, c'est devenu une plateforme de e-commerce où tu as le produit avant tout le monde. Ouais. C'est un peu changé. Ouais. Tu vois. Non, mais alors là, donc tu lèves 350 000 $. Et on a affiché 35 000. Nous, on voulait 100 000. Ouais, bon. T'as donc combien de commandes? On avait quasiment 2000 commandes. Ouais. Donc maintenant, il va falloir les honorer. Ouais. Là, c'est le début des histoires, là, le début des problèmes. Le début des problèmes. Donc là, tu as une structure juridique aux US. Tu n'en as pas en France. Non. Tu as mis du capital dedans? Ouais, enfin 1000 $, quoi. Ouais, bon, tu n'as pas mis de capital, il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, le compte est plein. Et le compte est plein des 350 000 $ que vous avez levés. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Quand je te dis les embrouilles commencent, parle-moi des embrouilles. C'est-à-dire que là, tu vois... Quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est de délivrer. Ouais. Ça, c'est le premier. La fabrication. Il faut délivrer. Et tu as un an. Aujourd'hui, tu vois, ça fait 5 ans qu'on existe. Et on sait que si tu veux délivrer un produit de qualité, c'est 18-24 mois. On le sait. Tu viens de nous voir, tu nous dis je veux tel produit, je dis ouais, rendez-vous dans 18 mois, dans le meilleur des cas. On ne sait pas ça. On ne sait même pas avec qui on va travailler. Ouais, mais là vous êtes en mode bon, c'est la guerre, comment on fait? On s'organise. Et là, on est la mode américaine. On a vendu le truc, bon, maintenant faut le faire. Donc le pragmatisme doit l'emporter surtout dans des situations comme celle-là. Exactement. Et vous vous dites où est-ce que je vais pouvoir faire fabriquer ce device. C'est ça. Vous identifiez la Chine tout de suite? Non. Non. Alors, tu sais, une des choses qu'on fait pas trop mal, je crois, c'est de savoir ce qu'on sait pas. Ok. Et qu'est-ce que tu sais pas là? Beaucoup de choses. Liées à l'industrialisation, c'est quoi faire un produit? On n'en sait rien. Donc tu t'appuies sur quelqu'un qui sait? Ouais, on s'appuie sur quelqu'un qui s'appelle Thierry Chavignier, qui nous aide dans tout ce qui est industrialisation en fait. C'est-à-dire appel d'offres, avec qui tu vas travailler, pourquoi on va pas en Chine, pourquoi on va faire en local, etc. Donc cette personne t'aide, il y a un appel d'offres qui est structuré, qui est diffusé en France. Je peux expliquer pourquoi que en France. Vas-y, dis-moi. En fait, on se rend bien compte qu'on a une maturité technologique qui est extrêmement faible. C'est-à-dire on se parle d'un prototype d'un centre de recherche public. On est loin d'un produit. Quand je dis on est loin d'un produit, c'est on est loin d'un produit sur la maturité techno. Dans le cadre d'utilisation
de ce que pourrait être l'utilisation d'un tel produit, mais on est loin de tout. On ne sait pas comment on fait un produit. Il y a une partie mécanique, il y a une partie électronique. Nous, des protos, on sait en faire. Mais un proto, c'est un usage de laboratoire. On ne se parle pas d'un usage récurrent, quotidien, avec tout ce que peux-tu imaginer, les normes, enfin tu vois. On ne savait rien. En 2013, on ne savait rien du tout. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu as des normes, les CBIT, les FCC, les CE, tu testes le plastique, inflammabilité, la CEM. Ouais, tu connais rien de tout ça. Tu sais pas tout ça. Tu t'en sais rien. Donc, il faut bien que tu apprennes. Bien sûr. Et donc, il faut aller chercher des compétences à l'extérieur, des gens qui savent. C'est pour ça que je te dis que... Et la France, finalement, la réponse, c'est la proximité pour mettre en place une collaboration étroite avec le fabricant. Il y a deux choses. Tu as une maturité... Non, il y a trois points. Tu as une problématique de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est en train de déposer des brevets. Tu ne vas pas basculer en Chine. Non. Il y a une autre problématique qui est la maturité technologique. Tu sais que tu vas devoir te déplacer de nombreuses fois chez le fabricant, chez l'EMS. Ça, c'est sûr. Et donc, si tu te déplaces combien de fois en tout cas, de nombreuses fois, je peux te dire qu'on a dû se déplacer une centaine de fois, à peu près. Ouais. Tu vas faire un truc à proximité. Bien sûr. À moins de 100 km. Donc, tu as trouvé à moins de 100 km. Ouais. Mais parce qu'on est à Grenoble et que l'écosystème, il est donc c'est dans la région grenobloise. C'est à Valence. À Valence, ok. Et je peux même citer l'entreprise, c'est Éolan. Éolan. Ouais. Donc avec Éolan, vous nouez un partenariat pour fabriquer ces 2000 premières slates. La première version, ouais. La première version. Vous les avez vendus combien ? Tu sais, c'était des produits de Kickstarter, c'était autour de, je crois un early bird, c'était $100, $110, quelque chose comme ça. Donc il faut que le coût de fabrication je t'en parle pas du coût de fabrication. dépasse pas le prix de vente. Ouais. Et vous avez réussi ? Le coût de production, oui. Mais toutes les autres charges. Les IMO, non. Ouais. Ok. C'est à ce moment ou un peu plus tard qu'il faut parler de financement ? On peut en parler, non, mais tu sais pourquoi on fait un Kickstarter ? C'est convaincre le comité. Ouais. Donc on revient 6 mois après. Et voilà. J'ai réussi. On a $350 000 sur le compte. Regardez. Comment ils réagissent ? Très bien. En fait, les personnes sont agréablement surprises, on va dire, mais sont même admiratives, ouais. Je crois que c'est le terme. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que ça génère comme réaction pour la suite ? On continue. Tu vois, t'es encore incubé. On a encore 6 mois de plus. 6 mois de plus au sein du CEA. Donc là, on est en 2014, début 2014. 2014, puisque nous, on a quitté le CEA en juin 2014. Donc là, t'es début 2014. Mais si tu remets les fondements de pourquoi on a fait un Kickstarter, il y a deux choses. C'était convaincre le comité. C'est probablement aussi se convaincre nous. Oui, bien sûr. C'est sûr. Ouais. Nous, se convaincre de l'appétence pour un produit comme celui-là. Parce que tu sais, quand on te claque toutes les portes au nez, à un moment donné, tu te poses 2-3 questions quand même. Tu dis, je suis dans le vrai, je suis dans le faux. Ça fait quand même beaucoup de portes à un moment donné. Et puis, on voulait de la visibilité. Donc, on en a eu par la presse, par les médias. La visibilité aussi auprès des industriels. Je te raconterai une petite anecdote sur une offre de rachat qui a suivi tout ça. Et donc, nous, on s'était donné des objectifs, si tu veux, avant la campagne qui ne se résumaient pas que à la volumétrie ou que au chiffre d'affaires, au pseudo-chiffre d'affaires. Il y avait d'autres critères. Bien sûr. Il y avait la visibilité dans la presse, auprès d'industriels, nouer des discussions avec des industriels, nouer des discussions peut-être avec de la distribution. Mais à l'époque, je me dis, mais nouer des discussions avec la distribution, mais on se parle d'un proto, d'une maturité de 3. Je pense qu'on était à côté de nos pompes. Mais heureusement, parce qu'encore une fois, sinon on ne l'aurait jamais lancé ce produit. Tu sais, aujourd'hui, on est catégorisé par BPI Deep Tech. Tu vois comment on définit Deep Tech ? C'est une rupture au sens technologique, donc comme son nom l'indique, profonde, sans équivalent, avec un impact à terme sociétal, et avec potentiellement un des critères, c'est ça rapportera de l'argent dans 5 ou 7 ans. Mais on va investir beaucoup en R&D. Donc aujourd'hui, on est catégorisé de Deep Tech. Ça, c'est la BPI qui définit ça. Elle n'est pas dans les discussions, la BPI, là, à ce niveau-là. Non. Donc là, c'est le CEA qui continue à financer les salaires. Les salaires. Exactement. Et le portefeuille propriété intellectuelle, donc dépôt de brevets, tout ce que tu peux imaginer. Bon, donc là, c'est reparti pour 6 mois. Parallèlement, vous avez trouvé un fabricant à Valence. Ouais.
Et là on apprend. Et on apprend. Là, on se remonte les manches. C'est ça. Et là, on va faire les allers-retours à Valence depuis Grenoble. Tous les jours, il y a des problèmes. Pour faire avancer la chose. Tous les jours, il y a Combien des problèmes. de temps le fabricant met avant de réussir à sortir le premier modèle? Et écoute, nous, alors, je sais pas, parce que des trucs, on en a fait. Tu vois, donc le 10 octobre, la campagne est finie. Le 11 octobre, on se met en quête de quelqu'un qui va nous accompagner pour l'industrialisation. Et l'avantage de Grenoble, c'est que c'est une petite ville, mais il y a un vrai écosystème autour de l'électronique, de l'embarqué, tu vois, il y a un vrai écosystème, et en fait, tout le monde se connaît. Et donc, moi, je fais part à 2-3 copains qui sont des entrepreneurs. Voilà, j'ai ce problème-là. Ah, mais attends, on va te mettre en connexion avec Thierry, tu vas voir. Tu vois, c'est aussi une notion d'écosystème, et ça, pour moi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais si on existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a des partenaires qui nous ont accompagnés depuis qu'on existe systématiquement. Tu vois. Je sais pas si on a su, mais en tout cas, on s'est entouré de partenaires qui nous accompagnent depuis qu'on existe. Et sans ces partenaires-là, on n'existerait plus aujourd'hui. Tu vois. Et ça, c'est important parce que le hardware B2C, c'est très capitalistique, ça consomme énormément de ressources. Et à un moment donné, il faut trouver des partenaires et pas des fournisseurs. Des gens qui sont capables de faire un peu la trésor pour toi, des gens qui sont capables de croire en toi, des gens qui sont capables de faire des efforts pour toi. Et je pense que le fait d'être dans une petite ville, ça contribue à serrer les coudes. Et c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup d'écosystèmes régionaux en France. Ce que tu racontes là, on l'a aussi... du côté de Angers, Cholet, Nantes, il y a un tissu entrepreneurial qui est hyper dense et où tout le monde cède. Ouais. Mais heureusement, parce que sinon tu n'y arriverais pas. Bon, qu'est-ce qui se passe en juin 2014 ? Écoute, le dernier point aussi, mais que j'ai oublié de mentionner, mais qui est important, c'est que dans la campagne Kickstarter, tu sais, Tristan, Timothée et moi, on est quand même 3 mecs qui sont catalogués ou catégorisés, on appelle ça qu'on veut, des mecs qui sont issus d'un centre public de recherche. Donc pas des entrepreneurs. Des mecs qui, tu vois, donc quand on commence à lever des fonds, 3 mecs du CEA, ils vont nous faire un porte-clés. Tu vois, un truc qui va servir à rien, c'est un bruit de technologie, mais ça servira jamais à rien, ça se vendra pas. Et donc le fait d'avoir fait une campagne Kickstarter et qu'elle ait fonctionné, tu vois, ça montre aussi la capacité à exécuter. Et donc ça rassure quelque part. Bien sûr. Et ça rassure des investisseurs, donc des fonds d'investissement, puisqu'aujourd'hui, le premier fonds qui a cru en nous, il s'appelle Partech. C'est un des gros fonds de la place parisienne, quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Et Romain Lavaux, qui a cru en nous, puisque c'est lui qui a l'idée le premier tour, qui a posé la term sheet sur la table. Ça, on est quand, là, quand on avec eux? Écoute, nous, là, on est en juin, quand tu poses la term sheet sur la table, juin 2014. Et la boîte est créée... peu de temps avant. Donc la structure française. Ouais, février 2014, elle est créée. Et depuis, la structure américaine est 100% détenue par la structure française. Ouais. Et là, vous levez combien ? On fait 1,5 million d'euros. Donc c'est quoi ? C'est plus du seed, là, c'est de la série A ? Non, c'est encore du seed. C'est un gros seed. C'est un gros seed. C'est un gros seed. Mais il y avait une volonté aussi de ne pas passer par des business angels, mais d'être directement chez des fonds, parce que on savait, en tout cas, on pressentait que de toute façon, on allait consommer du cash. On est dans une industrie où on consomme du cash et il fallait au moins 1,5, voire 2, 3. Mais il fallait, on se parlait en millions d'euros, quoi. Donc là, le CEA, au revoir. Le CEA, au revoir, avec un lien, qui reste un lien lié au portefeuille de la propriété intellectuelle, les brevets, avec un contrat de collaboration sur la R&D pour continuer à ériger des barrières à l'entrée vis-à-vis d'éventuels poursuivants, parce qu'on ne sait jamais. Mais on quitte le CEA. Physiquement, on quitte le CEA. Ouais. Ça y est, tu nages tout seul. T'as plus de bouée, quoi. Non. Les 2000, donc là, on est en juin. Ils sont toujours pas livrés. Hein. T'as 6 mois pour les livrer, si je comprends bien. Il nous reste 6 mois. On s'est engagé. Même pas 6 mois. Juin. En fait, on avait dit 1 an entre octobre et 2013, donc octobre 2014. Ouais, t'as donc, juste il octobre. reste plus grand chose. Plus grand chose. En fait, on va pas jusqu'au bout du suspense, mais on délivre pas dans les temps et on délivre en décembre. Okay. Donc 3 mois plus tard. C'est accepté. C'est accepté, mais il faut voir ce qu'on a délivré. Alors c'est quoi ? C'est un proto. Et quel est le retour des utilisateurs ?
Je pense, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, les gens soutenaient un projet, soutenaient une aventure. Donc ils sont plutôt Ils bienveillants. sont plutôt cléments. Ils sont plutôt cléments. Mais nous, ouais, on va dire, bon, voilà, c'était un proto plus, quoi. Bon, tes consommateurs, ils sont donc aux US. Pour beaucoup d'entre eux, mes consommateurs sont aux US, ouais. Donc ton marché domestique, il est US. Mais encore aujourd'hui, hein. Non, mais je sais. Mais T'es bien placé pour le savoir. Je suis bien placé pour le savoir, mais eux qui nous écoutent, c'est pas une évidence. Non. Donc ton premier marché, toujours aujourd'hui, Nord-américain, ouais. nord-américain, je me souviens qu'en 2018, c'était quelque chose comme 60% du CA qui était fait. C'est à peu près c'est ça. à peu près ça. La Chine vient contrebalancer un petit peu maintenant. Ouais, On doit être autour de 50. Tu vas nous parler de la suite, mais donc c'est quand même encore une autre singularité d'une start-up française dont le marché domestique est délocalisé aux USA. Oui. C'est pas quelque chose de commun. Donc tu envoies ces 2000, qu'est-ce qui se passe après en termes de vente, parce que, de production Il s'est même passé un truc avant les 2000. Et je vais te raconter une anecdote parce que moi je la trouve marrante et je suis sûr que ça fera sourire nos auditeurs. En tout cas tes auditeurs. Donc tu sais, tu sais, il y a un truc, moi je dis souvent, ça vaut ce que ça vaut, mais je dis que la valeur d'une entreprise se mesure tout autant à sa brique technologique qu'à son impertinence collective. D'accord ? Et impertinence collective, ça veut pas dire impoli, hein. C'est pas le sens même de l'impertinence, c'est aller par-delà, si tu veux, ce qu'on t'impose, ou aller au-delà des règles, mais pour quelque chose qui est bien pour l'entreprise, si tu veux. Moi, c'est ça l'impertinence collective. Et collectif, tu vois, je mets impertinence collective d'un collectif avec collectif. C'est un mode de pensée qui est fort chez nous, ça. C'est-à-dire, si tu me dis c'est pas possible, ben moi, je vais essayer quand même de te démontrer par A plus B que ça l'est, en fait. Alors oui, peut-être pas à l'instant T, mais à T plus 5, ça l'est. Et ça, c'est une de nos forces, cette impertinence collective. Et donc nous, en 2014, on se dit, on a un produit, tu vois, on fait pas tout comme tout le monde, on est au CEA, on fait du B2C, on a une brique Big Tech, on va la commercialiser, enfin des trucs, mais c'est même plus de l'impertinence, c'est de l'insouciance, quoi, ou de la folie, ou je sais pas. Et donc on dit, ouais, tiens, on va au CES, en 2014. Alors le CES en 2014, il n'y avait pas autant de Français que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de Français. Et on présente notre proto, mais qui marche. Alors le calcul n'est pas porté, il faut marcher avec un PC, enfin tout ce que tu veux. Mais ça marche. Et je donnerai pas le nom, mais... Et donc on commence à engager des discussions avec une boîte de consumer électronique qui est connue, hein, de nous tous, qui fait des accessoires pour le monde de l'informatique. Et on discute. Janvier, février, mars, des déplacements, on se voit, etc. Et moi j'étais persuadé qu'on parlait de licence de technologie. J'étais persuadé de ça. Et en septembre 2014, on a une discussion au téléphone, un vendredi à 18h, avec cette fameuse société. Et elle nous dit, voilà Jean-Luc, tout ça, nous on est intéressés. Je dis, bah super, on est intéressés par l'acquisition. Bon. Alors je mets mute. Et je dis à Tristan et à Timothée, je dis, mais acquisition, vous comprenez comme moi là, c'est acquisition, achat quoi. Il me dit quoi ? Donc on laisse parler. Moi je dis, non, mais nous on n'est pas intéressés, Natacha, ça ne nous intéresse pas. Ah bon, ben, on n'a plus rien à se dire. Bah ok. Bon, mais on se rappelle mardi quand même. Je dis, pas si tu veux. Donc, mardi, même endroit, même lieu, 18h. Hop, téléphone sonne, on décroche, ça va, oui. Bon, on a bien réfléchi, on est d'accord avec vous, on va se positionner sur l'acquisition. Je dis, mais nous on n'est pas d'accord en fait. Enfin, c'est pas. Elle me dit, bah, si, de toute façon, la semaine prochaine, on vient. Et de toute façon, tu peux pas venir que tu n'es pas intéressé, tu connais pas le montant. C'est surréaliste. Ouais, c'est surréaliste. Et la semaine qui suit, ils viennent. Avec un gros 4x4, c'est un Q7 noir. Ouais. Donc ils rentrent pas chez nous. Parce que nous, on était dans un vraiment. Ouais, je me souviens. Enfin, ouais, tu es venu, tu es un truc de start-up, un arrière-cour, tu passes avec une Clio, quoi. Voilà. Ouais. Et donc ils viennent. Et là, il y a. Alors, ça va. Bon, écoute, est-ce que tu as un vidéoprojecteur pour projeter ? On n'avait rien. Pas de vidéoprojecteur. Il y a Tristan qui a amené son Pico-projecteur de Bosch, quoi. Donc, il branche son PC. Et en fait, il y avait une slide, il y avait le montant. Juste une slide avec le montant. Juste le montant. C'était plusieurs millions de dollars.
Ah ouais. Dizaines de millions de dollars. Plusieurs dizaines de millions de dollars. Waouh. Et en fait, ça serait aujourd'hui, peut-être je me poserais la question. Mais on s'est jamais posé la question, ni Tristan, ni Timothée, ni moi. Waouh. Elle est incroyable, ton histoire. Mais je le raconte souvent parce que ça m'a paru irréaliste. Et à l'époque, on était en train de discuter les term sheets, les conditions de la levée. Et je l'ai même posé sur le bureau de Romain. J'ai dit, tiens, voilà. On n'avait pas encore signé la levée, hein, parce qu'en fait, on a une term sheet en juin et on a signé en octobre, le 22 octobre 2014. J'ai dit, voilà. J'ai dit, donc, je t'en fais part. Donc, nous, comme tu sais, on n'a pas vendu la société. Là, vous êtes 3 associés avant la levée. Vous avez une répartition du capital qui s'organise comment ? On est quasiment au tiers chacun. Moi, j'ai un peu plus de parts que Timothée et Tristan. Mais attention, on a aussi le CO capital, puisqu'en fait, comme on a bénéficié de 18 mois de... Mais ça arrivé après la levée. C'est au moment de la création de la société, ça. Ouais. Ils sont en nominal. Ok. Donc là, c'est troublant. Hein. Ça donne quand même de l'énergie. Ouais. T'apprends. Ça te lance, mais t'apprends beaucoup aussi pour la suite. Merde, t'arrêtes jamais d'apprendre, surtout dans ce que vous entreprenez. Là, le temps passe, donc vous finissez par livrer, donc on a dit les 2000 tablettes, mais il y a après. Ouais. Et après, c'est quoi ? C'est des enjeux de vente et de production qui sont intimement liés. C'est des enjeux de vente, de production, et comme tu peux l'imaginer, à un moment donné, il faut penser, réfléchir à une production moins coûteuse. Bien sûr. Et donc, c'est pas la France. Et donc, c'est l'Asie. Et tu te m'enquêtes de chercher le candidat idéal. Donc, pas un Chinois. Non. Même si c'est en Asie, même si c'est en Chine, pas un acteur chinois. Pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Et donc, on trouve une société à laquelle on travaille encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on a transféré en Chine en 2015. 2015, ouais. Donc, auprès d'un partenaire qui n'est pas chinois. Auprès d'un partenaire qui n'est pas chinois. Quelle nationalité ? Je suis française. Je suis français. On a tendance à travailler qu'avec des Français. Ok. Basé en Chine. BE en France, à Orléans. Unité de production en Chine, ouais. Ok. Donc, le groupe Altior, je peux le citer ? Ouais, bien sûr. Groupe Altior. Il n'y a pas de problème. Donc là, on est début 2015 quand tu commences à aller faire produire là-bas. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, on fait fabriquer un premier stock et on se démerde après pour les vendre, ou en parallèle, vous réfléchissez à la façon dont vous allez pouvoir diffuser, vendre vos produits. Alors attends, juste un truc, je corrige. En 2015, on continue à fabriquer avec Eolan. Parce qu'il faut que je fasse un travail de remémorisation quand même. Et en fait, c'est en 2016 où on transfère tout en Chine. Donc on continue avec Eolan en 2015. Donc en 2015, tu t'intéresses à la vente aux canaux de distribution. En fait, on sait qu'en 2015, ça va être que du e-commerce. Comment tu fais pour vendre ? Et ça, là aussi, on a appris à nos dépens. Vas-y, raconte. Donc on se dit, 2015, il y a tous les tools qui existent pour vendre online. Tout. Plateforme e-commerce, module de paiement en ligne, PayPal, Stripe. Il n'y a pas d'enjeu technologique. Il n'y a pas d'enjeu techno, c'est des briques que tu viens agencer. Alors il y a quelqu'un qui doit mettre tout ça en place, mais les technologies existent. Donc après, il faut choisir les bonnes. Donc un CMS, un WordPress, un Shopify, tout ce que tout le monde connaît. Il y a pas de voilà. Puis t'as un gros catalogue produit là. Oui. La question c'est comment tu fais pour acquérir du trafic sur ton site. On a zéro expérience. Mais on se dit... donc là, donc tu as ton Shopify. Ouais. J'ai même un WordPress. Qu'est-ce qui vient foutre WordPress ? Parce que nous, on avait un site qui était construit sur du WordPress, quoi. Voilà. Ok. Bon. Et après, on avait le shop qui était un Shopify. Voilà. Tu as un Shopify. Il est interconnecté avec... Stripe et PayPal. Et mon WordPress. Et le WMS de ton... Non De quoi ? Comment non, mais comment t'envoies tes commandes ? Tu veux dire mais non, on n'a pas de logisticien. T'encaisses et après, qu'est-ce que tu fais pour les commandes ? Mais on n'a rien du tout. On n'a pas de logisticien. On va même faire les cartons, coller nous-mêmes les étiquettes. Donc, tu as les stocks, le stock dans le bureau Non, en fait, on se débrouille pour faire partir les colis depuis Eolan Valence. Mais donc, il faut lui envoyer les commandes. Il faut lui dire... Mais on y va avec un tableur Excel. Ok. Non, mais c'est ce que je veux t'entendre dire. On n'a pas d'outils. Ce qui m'intéresse, c'est justement que tu me racontes comment vous vous êtes démerdé avec ça. On n'a pas d'outils, on colle des étiquettes, on fait des cartons, on met tout, on programme. Et là, vous êtes combien là UPS, vous êtes toujours 3 ? Non, on était déjà 7 avant, mais on est quoi ? Une douzaine, 13, 15 ?
dans ces eaux-là, tu vois. Ok. Mais on se débrouille, quoi. Et comment tu fais venir donc, ton trafic sur Shopify? On ne sait pas à l'époque. Et Ah donc, on va dépenser, je crois, 100 000, 200 000 euros. Faut qu'on brûle, quoi. Qu'on brûle, parce que pour faire une vente à 159 euros, on en dépense 300, je crois, ou 400. On ne sait pas faire. En visant le marché US, hein, toujours. Ouais, enfin, US, France, français, UK, Germanie. Global. Ouais, enfin, tu vois, C'était Europe, les pays un peu riches, et puis les USA, ouais. Hmm. Mais on ne sait pas vendre, on ne sait pas créer du trafic. Et vous faites ça tout seul? Non, on se fait accompagner d'une agence, mais une agence, si tu veux, à l'époque, il y avait, oui, il faut travailler le awareness avant de. J'ai dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être le paradoxe des startups. De l'awareness, on n'en a pas, mais nous, il faut qu'on vende des produits. Donc, il faut qu'on trouve une solution, quoi. Et donc, je te dis, on va claquer 100 000 euros, je crois, en un mois. On vend peut-être, je sais pas, 30 produits. Enfin, on vend rien, quoi. Ou 50, je sais plus, j'ai pas les chiffres en tête. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait des jours où il fallait dépenser 500 euros pour vendre un produit à 159, tu vois. Donc, alors même, tu as beau mixer awareness et puis purchase, enfin achat, dans ta stratégie, de toute façon, tu vendais pas de produit. Et je me souviens, Romain Lavaux de Partech me dit, ah Jean-Luc, on fait un truc, un event chez Facebook, viens. Donc, je dis, j'ai pas pensé, t'as raison. Et je prends avec moi Thomas, qui s'occupe du digital chez moi, et on va chez Facebook. Cavallo. Pardon? Thomas, ouais, Carole, ouais. Ouais, mais tu connais. Et on va chez Facebook, et là, on passe une journée chez Facebook, et voilà, et machin, et Daniel, et nana, et voilà, Facebook et tout. Et là, on se dit, mais putain, mais c'est ça, quoi. On va utiliser Facebook pour aller chercher le trafic. Là, t'es quoi, mi-2015? Ah non, mais là, on est déjà en novembre. T'es en novembre. On est en novembre 2015. Ouais, non, mais... Et on a pris la foudre parce qu'on a dépensé 100 000 euros, on n'a rien vendu, quoi. Et là, donc, on dit, tu réalloues tout ton budget là, là-dessus. tu vois, mais ça tient à quoi? Ça tient à juste une invitation de Romain, quoi. Un event chez Facebook. Et là, on pleure pour avoir un key account manager chez Facebook qui s'occupe de nous, etc. On monte des campagnes. Enfin, je te passe les vertes et des pas mûres. Et là, tu vends. Et là, on vend. On investit. Je sais pas, je crois que notre CPA, il doit être à 20 euros, quoi. Ouais. On met 20 euros sur la table, on vend un produit à 159. Mais là tu retrouves le sourire. Ouais. Tu vois. Donc là, on arrive à la fin d'année 2015. Voilà. Et là, on réussit notre fin d'année, quoi. T'arrives à en vendre compte. Parce que c'est un produit, il faut le dire, qui est hyper compatible avec les fêtes de fin d'année. Qui est ultra compatible avec les fêtes de fin d'année. Nous, on vend, je sais pas, on doit faire 80% du CA en 6 semaines. D'accord. Donc là, tu te souviens, fin 2015, le chiffre d'affaires que tu fais? Ouais. Combien? On fait 650 000 euros. Ok. Et c'est tout produit à Valence. Ouais. 2016. Ouais. 2016. En 2015, ouais. Là, on bascule sur 2016. On bascule et en sur 2016, on envoie tout en Chine. Tout en Chine, ouais. Ça prend. Pour la prod. C'est compliqué? Tout est compliqué parce qu'on ne fait pas un transfert techno, on fait un redesign produit. Parce que tu fais évoluer ton produit en parallèle. On fait parallèle. évoluer le produit parce qu'évidemment, tu apprends sur ton produit. Bien sûr. Donc, et on fait ça en 8 mois. Donc septembre 2016, ouais. Hein, on va dire, un truc comme ça. On commercialise. Et c'est produit en Chine. Ouais. Donc là, tu t'es donné les 2 tiers de l'année pour pouvoir améliorer. Ouais. C'est la version 2 ou la version 1 de la Slate? C'est la Slate 2 qu'on sort là. Ouais. C'est la Slate 2. Ouais. Septembre 2016. Ouais. Production en Chine. Et on recommence les campagnes sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Ouais. Toujours en Europe et aux États-Unis. Toujours que du e-commerce. Toujours que du e-commerce. Ouais. Shopify se muscle. Ouais. La relation client se professionnalise. Ouais. On a du Zendesk. On utilise du Zendesk. À l'époque, du Zendesk. Ouais. Et tu as des ressources. Ouais. Comment tu gères le décalage horaire? On le gère pas. Ok. On le gère pas. Malheureusement, nos clients américains, ils ont 12 heures de shift. On sait que c'est pas bon, mais c'est comme ça. Toujours une répartition 60% du CA aux États-Unis, 40 ailleurs. Ouais. Tu arrives fin 2016, donc tu es déjà plus costaud, tu vois. Tu as une prod qui est plus mature. Qui est plus mature. Ouais. Tu as un produit qui marche mieux. Ouais. Tu as un soft qui va avec le produit. Ouais, exactement. Qui marche bien. Qui tient la route. Ouais. Donc là, tu es quand même beaucoup plus confiant. Ouais, on fait 2,6 millions. On fait 2,6 millions. Ouais. Donc tu fais 2 millions de plus que l'année précédente. Ouais.
toujours concentré sur les fêtes de fin d'année. Ouais. Avec une première incursion dans le retail, 10% de notre chiffre d'affaires. 2017, tu continues les évolutions technologiques. Tu travailles sur une nouvelle version de la Slate. Une version incrémentale, ouais. Voilà. Ça veut dire quoi concrètement pour l'utilisateur? Ça veut dire qu'on améliore la consommation énergétique, ça veut dire qu'on a un Bluetooth qui est plus performant, moins de latence. C'est-à-dire que l'expérience dans sa globalité est meilleure. Plus fluide. Plus fluide, ouais. La taille de la Slate change? Non, format A5. Toujours. Ouais. Donc 2017, tu es toujours sur le même modèle que 2016, mais tu augmentes la qualité de tes produits. On s'améliore. Vous améliorez, la production s'améliore et vous expédiez tout depuis la Chine vers vos consommateurs ou alors vous faites autrement. Non, on a 2 supply chains. On a une supply chain en 2017. Hein. Ouais. On a une supply chain européenne. Donc les produits arrivent depuis la Chine à Saint-Quentin-Falavier, donc Lyon, et on a une supply chain US. C'est-à-dire que les produits partent de Chine, ils arrivent directement à Philadelphie. Ça, c'était pas en 2017. Si. Ah oui, c'était commencé en 2017. Ah, ouais. Si, c'est 2017. Ouais, sûr. Ouais, bien sûr. C'est vrai, ça a commencé en 2017. Tu connais bien. Ouais. Je me demande si j'ai pas eu à faire un petit peu quelque chose là-dedans. Ouais. Un petit peu aussi. Si, 2017. On travaille cette supply chain-là. Donc là, en fait, tu optimises, tu professionnalises tes process. On professionnalise nos process. Et surtout, moi, j'ai un constat, c'est que nos coûts logistiques explosent. C'est-à-dire qu'en fait, on fait venir nos produits depuis la Chine en Europe. Tu réexpédies. On distribue l'Europe pour adresser les US avec des coûts à 23 balles. 23 €, c'est pas possible. Et des délais de livraison Ouais, des livraisons de quelques jours, quand c'est pas la semaine. Donc, non, faut pas payer 2 fois là. Non. Donc là, ça se professionnalise. On a une entité sur le territoire nord-américain, on l'utilise. Tu l'utilises. Ouais. Une en Europe, en France pour l'Europe. Fin 2017, tu fais quel chiffre? 6 millions. 6 millions. Donc tu fais plus de x2 par rapport à l'année d'avant. Ouais. Tu as une forme de rentabilité dans le viseur? J'ai toujours une forme de rentabilité dans le viseur. Non, ce que je veux dire, tu t'en approches de ton break-even En fait, si on ne faisait que la Slate, il y a longtemps qu'on serait rentable. D'accord. Qu'est-ce qui vous coûte? Nous, on a plusieurs produits. Sauf que le grand public ne connaît de nous que la Slate. Okay. Dans les faits, on a 2-3 autres produits dans les bacs. Il y en a un qui sera présenté le 24 juillet prochain à destination du monde du jeu vidéo pour les enfants de 6 à 12 ans. Attends, ça c'est l'actualité 2019. Ouais. Attends, en 2018, il se passe quand même des choses un peu importantes et impactantes pour la suite. C'est pour la rentabilité. Là, je te parle de fin 2017. Mais pour la rentabilité, si tu veux, on investit très lourdement en R&D. Et je fais écho à Deep Tech. C'est-à-dire que nous, on investit beaucoup en R&D. Donc, quand tu investis beaucoup en R&D, tu investis beaucoup en RH. C'est des salaires. Donc, ça veut dire que tu es à combien de personnes fin 2017? Tu te souviens, grosso modo? Fin 2017, on était une quarantaine. Une quarantaine. Ouais. Là, tu avais déménagé. Ouais. Dans des superbes locaux. Ouais, j'ai déménagé. 2018, il y a un tournant. Il y a une accélération, disons que l'accélération, il y a des choses qui changent. Oui. Qu'est-ce qui change? En fait, ça change sans changer, c'est-à-dire que c'est inscrit dans le roadmap. On sait qu'on va arriver là. Il n'y a pas de problème. C'est une étape, c'est ça. En fait, tu sais, je pense que... dis de quoi on parle. Il y a une levée de fonds. Oui, il y a une levée de fonds de 10 millions et demi. Ouais. Voilà, qui arrive en juin 2018. Ouais. Cette levée de fonds, elle va vous permettre d'accélérer justement peut-être dans la R&D. Ouais. En fait, on a cette levée de fonds, elle est consacrée à deux gros événements chez SKN. Il y a toujours une brique sous-jacente qui est la R&D, qui est purement techno, parce qu'encore une fois, la valeur de la société aujourd'hui, elle n'est pas dans sa brand, elle est dans la brique technologique que l'on mobilise et dans son portefeuille de propriété intellectuelle. Ouais. Et en fait, elle est là pour financer deux pans de nos stratégies. Donc l'internationalisation, donc aller chercher des relais de croissance qui sont purement géographiques, la Chine, le Japon, la Corée, les États-Unis en mode retail, parce qu'aujourd'hui les États-Unis on n'est pas en mode retail, on est en mode e-commerce. Oui, parce que ça c'est une notion qui est aussi qu'on a un peu passé sous silence, mais en France tu es distribué par des grands acteurs de la distribution, Fnac, Darty, Cultura, Boulanger, et d'autres plus petites
petites enseignes, Voilà. mais les grandes enseignes culturelles et high-tech J'ai françaises. cru me ouais. souvenir que quand même il y avait une histoire avec le MoMA de New York. On est au MoMA depuis 2 ans. Ouais. Ouais. Donc c'est quand Et même. puis on sera au MoMA au Japon et à Hong Kong, si je ne dis pas de bêtises aussi, cette année. Donc c'est C'est bien. satisfaisant. C'est une superbe vitrine pour Ouais, nous. bien sûr. Ouais. Donc il y a une forme de parce que tu disais au début e-commerce, mais finalement il y a aussi la distribution physique. Ouais. En fait, tu peux pas. Enfin, nous, on a un raisonnement qui est. On est allé sur l'e-commerce parce qu'on utilisait à juste titre, nos coûts de production ne nous permettaient pas d'aller dans le monde de la distribution classique, puisqu'on connaît tous les marges de la distribution classique. Donc, il a fallu qu'on se construise, qu'on fasse un chiffre d'affaires qui soit au départ 100% e-commerce. Quand on bascule en Chine pour s'ouvrir de nouvelles perspectives dans la distribution classique et pour être en capacité d'absorber les marges des distributeurs. C'est pour ça qu'on va en Chine. La réalité, c'est quand même celle-là. Bien sûr. Aujourd'hui, notre vision du e-commerce, d'ailleurs, le e-commerce n'est qu'une part des sales, n'est qu'une part des ventes. Et notre façon de considérer le e-commerce, c'est une étape dans le parcours client. C'est-à-dire que nous, on se rend bien compte aujourd'hui que ton prospect qui sera potentiellement ton client, tu peux le toucher en digital, tu peux le toucher dans une enseigne physique, et il peut acheter en digital parce que les offres ne sont pas les mêmes, et parce que... Donc en fait, pour nous, c'est le parcours client. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu vas faire un tour sur notre site web, tu viens sur notre site web et tu as des boutons pour aller te rediriger soit sur Amazon, soit à la Fnac, parce qu'en fait, le choix de la vente, le modèle de la vente, c'est de donner le choix au client, de où est-ce qu'il a envie d'acheter. C'est pas d'imposer d'acheter sur notre site, ça n'a pas d'intérêt ça. Nous, la vente, elle doit se faire. Parce que quand on vend à la Fnac ou à Cultura ou à Boulanger ou à Darty, ça c'est du sell-in. Mais après, il faut qu'il y ait un sell-out. Et c'est comment on fait pour que ces produits sortent des magasins. Donc de toute façon, il faut qu'ils sortent. Et sur notre site et dans des enseignes physiques. Tu vends pas à la Fnac un stock? Si. Tu vends un stock de produits, mais il faut qu'ils sortent le produit. Bien sûr. S'il sort pas, ils t'en rachètent pas. Ouais, surtout, ils reviennent. Ils reviennent. Ah oui. D'accord. Donc c'est du dépôt-vente. Ils te l'achètent. Donc ça, c'est une réalité. Mais il faut qu'ils sortent. Et c'est important qu'ils sortent, mais c'est important pour eux, c'est important pour nous, c'est important pour tout le monde. C'est important pour et on n'hésite pas à investir pour que les produits sortent. Très bien. Donc juste, le e-commerce, ce n'est qu'un volet une des stratégie ventes. globale de vente. Exactement. Ouais, bien sûr. Donc là, on est en 2018. Les choses avancent bien. L'argent qui est levé permet d'accélérer sur l'internationalisation. Donc ça veut dire sur les ventes. Oui. Et les canaux. Les canaux du retail, de la distribution. Non, mais classique. les ventes globales. Quels que soient les canaux de distribution, physiques ou digitaux. Quand tu vends... donc là, aujourd'hui, c'est actif en Asie. Vous vendez en Asie aussi en e-commerce? On vend en Chine. On a un distributeur qui, lui, est chargé de vendre quel que soit le canal. D'accord, donc tu ne gères pas non. Opérationnellement. Trop compliqué. Ouais. Non, mais bien sûr. Donc fin 2018, vous avez vendu combien de produits? C'est une bonne question. Je crois qu'on a un chiffre d'affaires qui est équivalent à l'année précédente. D'accord. On a une stagnation. Une stagnation. Oui, on l'explique assez aisément. Hein. C'est la troisième année qu'on exploite le même produit. Une forme de lassitude. On est en fin de cycle de vie produit. C'est aussi pour ça qu'à la rentrée, on sort un tout autre produit. D'accord. Donc, lié toujours aux arts graphiques, mais qui s'appellera Repaper. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, on est fin 2018. Donc il y a 6-7 mois. Oui. L'année a été riche, puisqu'il y a eu une levée, il y a eu un maintien du chiffre d'affaires, il y a eu des ouvertures de marché, il y a de l'investissement qui est fait sur la technologie. Oui. 2019, il y a un nouvel enjeu, il y a des partenariats. Un rebondissement, oui. Il y a voilà, vas-y, raconte. Oui, un rebondissement parce qu'en fait, donc on est en juillet, il y a petit mois, un petit mois et demi, quelque chose comme ça. On a annoncé un partenariat avec Bandai Namco Entertainment Europe, donc pour lancer un nouveau type de dispositif à destination des enfants de 6 à 12 ans. Donc c'est un nouveau mode de divertissement pour un nouveau mode d'apprentissage
et pour un nouveau mode d'interaction, le monde digital. Mais je peux pas en dire beaucoup plus parce que Bandai, le produit est dévoilé. Bandai communique un petit peu sur le Ouais. sujet. Il dit pour créer des jouets innovants à interaction augmentée. C'est ça. L'interaction augmentée, c'est la brique technologique ISKN. Voilà. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est C'est un super partenariat pour sans nous. parler hein. d'une consécration, c'est quand même c'est palper l'ensemble des efforts que vous avez produits Oui. pour convaincre l'ensemble des acteurs de la pertinence. Enfin, c'est pas un aboutissement, mais enfin quand même, quand tu rembobines en arrière et que tu es en 2013 et que tu as ton comité qui te dit je sais pas, vas-y, fais du crowdfunding parce que non, tu veux faire du crowdfunding, je sais pas ce que c'est, mais vas-y, je te laisse 6 mois puis on verra à la fin. Ouais. Tu vois, en 5 ans, 6 ans, le chemin parcouru. Là, tu es en train de faire un partenariat avec Bandai Europe. Non, mais Et tu sais, j'ai l'impression d'avoir eu 2 vies en 5 ans. Donc, tellement on a fait de choses. Ouais. Tellement on a fait de choses. Aujourd'hui, vous êtes combien ? On est 50. 50. Ouais. 50. Oui, ce partenariat, il est clé pour nous parce que c'est aussi une forme de reconnaissance d'un grand groupe. Et je te cache pas aussi que on est vu différemment par l'ensemble des acteurs, y compris du monde de la distribution. Bien sûr. Y compris par le monde de la distribution. Ça va vous faire passer dans une autre dimension en termes de production ? Oui. Et On donc, parle de quelques décades d'écart. et donc là, l'acteur avec lequel tu travailles jusqu'à aujourd'hui, il est en capacité de suivre les volumes ? On n'a pas le même acteur pour ce produit-là. D'accord. Donc tu as un acteur qui est français ou chinois ? Français toujours. Ouais. Toujours français. Mais on ne produit plus en Chine. D'accord. On produit plus en Chine pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un nouveau produit, donc on s'évite des déplacements longs, fastidieux et nombreux en Chine. Donc en fait, on produit à Tunis. D'accord. Voilà. Il y en a une logique qui est empruntée au monde de l'automobile et du textile. C'est-à-dire qu'à terme, notre idée, c'est de produire local. Donc je m'explique. Pour le territoire nord-américain, l'idée, c'est de produire à proximité du territoire nord-américain, voire peut-être sur le territoire nord-américain, ça c'est à voir. Pour l'Europe, c'est peut-être Afrique du Nord, c'est peut-être Europe de l'Est, on ne sait pas. Et pour l'Asie, c'est rapproché du consommateur. C'est une production à proximité du marché géographique. Et ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant financièrement, notamment avec un gros impact sur le BFR. Mais c'est intéressant aussi sur le volet plus RSE, quoi. Ouais. Voilà. Tout simplement. Ouais, bien sûr. Aussi, ça fait partie des valeurs de la société. Hein. Enfin, il y a un gros volet chez nous. Alors, on n'a pas les moyens d'avoir une politique RSE, probablement d'un grand groupe. Mais il y a des critères qui pèsent dans nos choix. Voilà. Waouh. Bravo. C'est une histoire unique qui prend naissance dans un incubateur dans CEA, un garage, enfin dans une cave. Dans une cave publique. Ouais, c'est ça. Avec des associés a priori pas préparés à l'entrepreneuriat. Non. Avec des profils complètement différents, une aventure hors norme, et finalement à une vitesse dingue, puisque faut remettre les choses un peu dans le contexte. Hein. Tu sors 2014 du CEA. En début de Q1 ou Q2 2019, tu signes un partenariat avec Bandai. Enfin, tu vois. Il est rendu public Q2 2019. Il est signé depuis 2018. En 4 ans. Non mais tu vois, c'est vertigineux cette vitesse, avec 2 levées de fonds dont la deuxième est quand même bien conséquente. Si on doit dire que c'est une série A à 10 millions, c'est quand même pas mal. Bravo. Merci. Bravo, c'est hyper inspirant. Merci pour cet échange. Avant qu'on se quitte, j'ai 2 petites questions pour toi. Dis-moi, Cyril. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu perçois de façon générale les tendances dans le e-commerce, on va dire le e-commerce au sens large, e-commerce et retail. Qu'est-ce que tu perçois comme, pas forcément lié à tes produits, de façon globale, les tendances en termes de propositions de services ou d'attentes dans les comportements d'achat? J'ai toujours le sentiment que la vie est faite de cycles.
Tu sais, c'est assez troublant. Je sais pas si on est dans une économie circulaire, j'en sais rien, mais il y a beaucoup d'acteurs qui craignaient que le commerce physique disparaisse. Moi, je vois aujourd'hui Amazon qui installe des commerces physiques aux US. Alors, c'est pas des commerces tels qu'on les entendait jusqu'à présent, c'est plus des showrooms. Tu vois, c'est une nouvelle forme. Une nouvelle forme de retail. Et ça, on le voit, surtout dans des produits où tu as besoin de vivre une expérience avec le produit avant de l'acheter. Ce qui est un peu notre cas. C'est partout qui rachète, André. Voilà, tu vois. Donc on a cru au tout dématérialisé. On revient sur la rematérialisation parce que je pense qu'on a tous compris que dans le parcours client, on a besoin d'avoir des points d'échange qui sont des points d'échange physiques, ne serait-ce que pour essayer les produits, ne serait-ce que pour les tester, ne serait-ce que pour vivre une expérience avec le produit. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir autant de magasins physiques qu'il pouvait y en avoir auparavant, quoique je pense juste que le modèle va changer. On va se parler de peut-être un modèle showroom dans lequel en fait il n'y aura pas de stock, dans lequel tu pourras tester et que peut-être ton produit sera délivré à la maison dans l'heure. Si je prends les modalités de transport d'Amazon par exemple. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une exigence, qu'elle est de plus en plus présente dans la qualité du service. Tu évoquais tout à l'heure à juste titre comment on fait le support client, le décalage horaire. Oui, on sait que le client est de plus en plus exigeant. Ça, c'est une réalité et qu'il faut peut-être répondre dans la minute et pas 12 heures après. Donc, il y a une vraie exigence. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir du e-commerce, c'est que le e-commerce est une brique de ce qu'on appelle les ventes. Et ce n'est pas une brique à part entière, toute seule, isolée. Et que dans le parcours client, c'est un levier dans la vente. Mais ce n'est pas le seul et l'unique levier. Donc, je pense qu'on va vivre des moments où on va vouloir rematérialiser, dématérialiser. Et je pense que jusqu'à ce qu'on trouve un mode de fonctionnement qui va se stabiliser avec des pondérations entre les deux. Est-ce que les gens investiront plus dans l'e-commerce, un peu moins dans le retail showroom? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'on a besoin des deux pour répondre à un besoin client, en tout cas une satisfaction client. Et que les deux aident très sincèrement à l'acte final qui est j'achète quoi. La vente. Ouais. Ok, merci. Et avant qu'on ne se quitte, on peut te suivre comment? Facebook, LinkedIn, Twitter, c'est quoi? LinkedIn, Twitter, oui. Et puis voilà, nous on a 2 dates un peu clés, le 24 juillet, donc je ne sais pas si ça sera avant ou après le passage du podcast, peu importe, pour la révélation de notre fameux produit Bandana Co. Et puis le 2 octobre, parce que là, le 2 octobre, on aura très certainement un event à Paris dans lequel on présentera Harry Pepper et le produit avec Bandana Co. Voilà. Et les Pepper, on peut dire que c'est la suite de la Slate. C'est la suite de la Slate 2, ouais, tout à fait. Avec un partenariat, un super beau partenariat aussi à la clé. Il n'y a pas que Bandana Co, il y a un autre partenariat. C'est celui qui est dans la presse, donc c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, beaucoup de choses pour la rentrée. Bon, écoute, merci beaucoup Jean-Luc pour cet échange. Merci Cyril. Je pense qu'on a tous appris beaucoup de choses. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur iTunes ou à le partager autour de vous. C'est important car c'est grâce à ça que les gens peuvent le découvrir. Donc je compte sur votre engagement pour pouvoir le diffuser dans votre entourage. Merci encore à vous tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Merci bien et à bientôt. Au revoir.